Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Gralet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, rédacteur en chef Tech et Sciences au magazine Le Point, qu'on aime beaucoup évidemment, lauréat du prix du livre d'économie 2025, pour cet ouvrage donc pionnier, Voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. Il y a les pionniers bien sûr les plus connus du grand public, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, les Sam Altman, et puis d'autres, des Miss Hassabis, je ne sais pas si je le dis bien, qui est donc chez DeepMind, Meredith Whittaker chez Signal. Vous les avez tous rencontrés parce que vous parlez de tous, un chapitre leur est consacré à chaque fois. Oui. Vous les avez rencontrés ou pas alors? Toutes les personnes qui sont dans le livre, il y a 14 chapitres. J'ai eu la chance de... c'est beaucoup de chance en fait. Parfois j'ai insisté, parfois j'ai un peu toqué à la porte effectivement, mais tout l'objectif du livre, effectivement, c'est de s'intéresser aux femmes et aux hommes. Ce sont à travers des rencontres, des confessions. À chaque fois, je leur posais 3 questions. Comment voyez-vous le monde dans 10 ans? Vers où vous voulez nous emmener? Quelle personne du passé ou du présent avec qui vous aimeriez passer un déjeuner, un dîner, boire des verres, refaire le monde? Et les enfants. Et puis voilà, que faut-il apprendre lorsqu'on a 40 ans, 70 ans, 20 ans? Et puis surtout à nos enfants, en tout cas ça me touche beaucoup parce que en tant que père de 2 adolescentes. Tous sont des scientifiques de génie. Souvent, ouais, très souvent. Certains ont quitté l'université un peu avant d'être diplômés, mais beaucoup ont suivi des cours, alors soit de philosophie, comme Reid Hoffman, le co-créateur de LinkedIn, de sociologie, comme Meredith Whittaker dont vous parliez, qui est la présidente de l'application Signal, qui s'inscrit un peu en faux par rapport au Big Tech. Elle a étudié Michel Foucault, elle m'a expliqué que ça l'avait beaucoup marqué dans son itinéraire, ça la marque encore aujourd'hui. Et la véritable leçon que moi j'en retire, c'est que, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tous ne sont pas d'accord. Il y a plein d'options possibles. Bien sûr, on est un peu obnubilé en ce moment par la course entre la Chine et les États-Unis, à raison, parce qu'on voit énormément de dollars, de milliards de dollars qui s'investissent, mais on a encore le choix. Et il faut qu'on Ils sont d'accord sur quoi? Ils sont déjà, avant de dire sur quoi ils ne sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur le fait que c'est un changement civilisationnel, c'est-à-dire que moi, de l'intelligence artificielle, bien sûr. J'ai la chance au point de suivre différentes technologies, la blockchain, par exemple, le quantique, la physique quantique, ça me passionne. D'ailleurs, il y a deux physiciens qui sont cités, Alain Aspect notamment, et qui expliquent, c'est une petite parenthèse, mais je vais revenir, qu'Alain Aspect, donc prix Nobel de physique français, qui a joué un rôle clé dans l'intrication quantique, dit qu'il ne faut jamais oublier que sans les physiciens français et européens des années 30, qui se retrouvaient notamment aux conférences de Solvay en Belgique, on n'aurait pas eu les circuits imprimés, on n'aurait pas eu toutes les révolutions dans les garages en Californie. Et une des grandes leçons, c'est que les scientifiques jouent un rôle clé, et c'est aussi ce qui les met d'accord. Je fais parler Aravind Srinivas, donc le co-créateur de Perplexity. Vous savez, c'est un concurrent de ChatGPT très intéressant. Aravind Srinivas, qui a grandi dans une famille d'origine modeste en Inde, qui a suivi ce qu'on appelle un IIT, Indian Institute of Technology, lui dit, mais vous vous rendez pas compte? Et lui, il m'a parlé de Fermat, de Poincaré, de Lavoisier. Il connaissait mieux les scientifiques français que moi. Et je lui dis, oui, mais aujourd'hui... Et il me disait, mais vous avez Yann Lequin. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que Yann Lequin revient en France. Bref, on a ces scientifiques. C'est le fait qu'effectivement, ce soit une révolution qui va changer notre manière de vivre, de considérer notre rapport au monde, parce que c'est quelque part une technologie qui peut parfois faire concurrence à l'homme. Rien ne nous oblige à le faire. Et puis effectivement, l'appétit pour les sciences. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous? Donc, c'est le fait... La folie créatrice ou pas? Souvent, un grain de folie. Mais ce que j'explique aussi au début du livre, c'est que pour moi, la folie, c'est pas un défaut. Le fait de vouloir absolument être normal, d'être normal vis-à-vis de son entourage, ça peut étouffer la créativité. En fait, tout dépend de ce qu'on va faire de cette... accélération technologique qu'on vit en ce moment, qui n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que depuis la création de l'expression de l'intelligence artificielle, on était à la conférence de Dartmouth dans les années 50, on a eu des accélérations et puis des hivers de l'IA. Donc il y a une accélération en ce moment. On peut en faire absolument le meilleur, des découvertes pour la médecine, l'observation de l'univers, de l'espace, la résolution de problèmes mathématiques insolubles. Et puis on peut aussi en faire le pire. La guerre. La guerre, la mauvaise appréhension de la vérité, être inquiet à très juste titre
sur la démocratie, le non-respect des droits d'auteur, l'emploi qui est piétiné. On le voit à travers les récentes déclarations de Dario Amodei, donc qui a co-créé Anthropic, la maison mère de Claude, qui est extrêmement dans l'actualité en ce moment. Les grands progrès de... Il n'est pas d'accord, lui, avec... Alors, lui dit il faut s'inquiéter. Et là où ils ne sont pas d'accord, je fais très rapidement, c'est sur ce qu'il faut apprendre à nos enfants. Dario Amodei, par exemple, dit qu'il faut continuer à apprendre le code informatique, même si son outil Claude Code est capable de progrès assez fabuleux dans le domaine. Tandis que j'ai posé aussi la question à Jensen Huang, le boss de NVIDIA, vous savez, petit blouson en cuir, la soixantaine, né à Taïwan. Il dit qu'il faut... Ça ne sert plus à rien. Faire des études. Voilà. Non, il dit, apprendre à coder. Il dit la machine raisonnera mieux que nous. Alors bien sûr, moi je suis totalement en désaccord avec ça, mais ça c'est mon petit avis. L'éducation c'est vraiment clé. Donc vous êtes plutôt il faut continuer à apprendre le code, il faut continuer à comprendre ce qui se passe dans la machine. Voilà, il y a deux petites anecdotes qui sont assez parlantes, je pense. Alex Wang, vous savez, qui a une trentaine d'années, qui a remplacé Yann Lequin à la tête de l'intelligence artificielle chez Meta, chez Facebook. Il dit, moi je ne veux pas faire d'enfants tant que je ne pourrai pas leur greffer une puce Neuralink dans le cerveau. Ça me fait totalement horreur parce qu'il dit que ça leur permettra de gagner en mémoire, en puissance de calcul. Il parle comme ça de ses futurs enfants. Et une autre anecdote, Elon Musk, il a créé une école pour ses enfants, il en a une quinzaine, qui s'appelle Ad Astra, elle a changé de nom depuis, sur le campus de SpaceX. Et dans cette école, il a appris à ses enfants à travailler à plusieurs, ça c'est super, la débrouillardise, mais il a décidé qu'on ne devrait plus, qu'il n'avait plus besoin d'apprendre les langues étrangères. Parce qu'il considère qu'avec les lunettes augmentées ou les écouteurs, les tout derniers écouteurs, on va pouvoir, lorsque vous êtes dans un tout autre pays, comprendre en temps réel ce que dit votre interlocuteur. Moi, je ne pense pas qu'il faut arrêter d'apprendre les langues étrangères. C'est bien plus qu'une suite de mots ou de phrases. C'est aussi toute une culture. Bref, on est vraiment dans un débat très intéressant. Quelle est la plus belle rencontre ? La plus belle rencontre, je pense, une des plus belles, c'est celle de Meredith Whittaker, dont on a parlé tout à l'heure, parce que je la trouve très courageuse. Voilà. Et puis, dans une certaine mesure, Demis Hassabis, que vous avez très bien prononcé tout à l'heure, qui a co-créé, vous savez, DeepMind, famille d'origine singapourienne, gréco-chypriote. C'est quelqu'un qui a un appétit dingue. Je l'avais rencontré en Corée, à Séoul, au milieu des années 2010, lorsque la machine AlphaGo, son programme, a battu les meilleurs joueurs de Go au monde. Et je l'ai revu il y a 2 ans. Lui, il veut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour des progrès fabuleux en médecine. Bon. Et une déception sur une rencontre qui était... Une déception, en fait, c'est quand j'ai envie de dire, ces architectes de nos vies refusent la recherche ouverte, refusent de publier leurs recherches, refusent de répondre à nos questions. À nous, journalistes, on sait bien que les journalistes font partie de ces trop nombreux métiers en danger aujourd'hui. On le voit bien avec l'intelligence artificielle, tout le monde est un petit peu secoué. Mais je pense que c'est bien que ces personnalités racontent, expliquent. Et j'ai eu une rencontre qui s'est très bien passée avec Elon Musk, où il parlait d'intelligence artificielle avec beaucoup de passion, et une un peu moins bien lorsque je l'interrogeais sur Neuralink, il a décidé de ne pas répondre. Donc je pense on a le droit, à propos de ces personnalités qui ont plus de pouvoir sur nos vies que les hommes politiques qu'on élit, on a le droit de savoir où ils veulent nous emmener pour que ça soit le plus inclusif possible à l'avenir. En tout cas, c'est mon souhait. L'humain augmenté avec une puce Neuralink, c'est pour quand ? Au-delà du fait que ce soit souhaitable ou pas, on peut en douter. Non, alors c'est déjà, il y a des tests très intéressants et il y a des... Ou même d'ailleurs, on vous a... Moi, j'avais une petite puce ici que j'ai décidé d'enlever. En 2015, vous avez fait une puce au niveau du... Oui, j'assiste à une conférence Futur en scène où on nous expliquait que ça permettrait de renseigner son groupe sanguin, les personnes à contacter en cas d'urgence. Et puis on nous disait qu'on pouvait le faire enlever très facilement, ce qui a été le cas. Donc j'ai voulu tenter l'expérience. Je veux plus de puces. Je pense que c'est aussi une des leçons de ce livre. L'humanité est juste formidable. Il faut véritablement continuer de considérer l'IA uniquement comme un outil. Et lorsque ça ne sera plus le cas, et une petite parenthèse, parce que ça m'a marqué aussi. Mais tout le sujet, il est là. Hein. Tout le sujet. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est... Ça dépend. Ça peut très bien devenir réfléchir à notre place, l'apocalypse cognitive. Et il faut suivre. C'est une petite parenthèse. On peut donner une conscience à l'IA ? Pas encore, mais il y a des progrès. C'est ça qui fait peur. Il y a des recherches qui vont dans ce sens-là. Il faut véritablement qu'on reste maître. Les conférences Indaba en Afrique, j'y consacre tout un chapitre, ça veut dire rassemblement en zoulou. C'est absolument génial parce que là, vous avez des chercheurs de tout le continent, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Rwanda, qui se retrouvent et qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des problématiques très concrètes
Et la recherche est ouverte, ça peut être dans l'agriculture, dans la prévision de catastrophes climatiques. Et ça, c'est la bonne IA, j'ai envie de dire. Et en ce sens, ce qui se passe en Afrique, à travers ces conférences, j'irai à Lagos dans quelques semaines, est très intéressant à suivre. Ouais. Nous servir de modèle aussi. Leur vision du monde à 10 ans, globalement, qu'est-ce qu'il en ressort de c'est ceux qui sont les architectes et les créateurs du monde présent et futur, hein. Oui, donc ce que j'explique à travers ce petit voyage en réalité, c'est qu'il y a des points de vue totalement différents. Là où je me méfie, où je suis de plus en plus en désaccord, c'est que lorsqu'on commence à considérer l'intelligence artificielle un petit peu comme une religion, avec, vous savez, cette quête de l'AGI, cette IA générale. C'est encore hypothétique, mais ça, on s'en rapproche. C'est ce moment, à partir du moment où la machine pourrait être plus forte que l'homme dans la quasi-totalité de ses fonctions cognitives, lorsque ça devient une fin en soi, et c'est le cas chez certains entrepreneurs. Shane Legg, par exemple, Elon Musk, il en parle beaucoup. Sam Altman, même s'il il appelle à s'en méfier, il appelle à prévenir ce monde-là, à établir un revenu universel. Moi, je trouve que ça ne doit pas être une fin en soi. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une extrême minorité de personnes qui arrivent à la maîtriser, que ça soit créateur d'inégalités et que la grande majorité des gens on soit juste spectateurs, c'est-à-dire qu'on laisse la machine réfléchir à notre place en se contentant d'un revenu universel et de jouer à des jeux virtuels grâce à des casques. Mais cette révolution, elle se passe aujourd'hui. Encore une fois, on a le choix. Je le redis, j'ai parlé de l'Afrique tout à l'heure. En France, on a vraiment des scientifiques de très très haute volée. Je cite par exemple Gaël Varocco, qui a été le directeur de thèse, en tout cas un des professeurs de Arthur Mensch de Mistral. Lui, il est pour une recherche ouverte, il publie tout ça. Il reste en France. Il reste en France, il est génial. Il y en a d'autres, Sacha Luciani. Ouais. Certains partent, certains reviennent. Sacha Luciani, née en Ukraine, elle a fait des études en France, elle travaille aujourd'hui au Canada sur l'impact énergétique de l'intelligence artificielle. Ils sont amis, ce sont des personnes à suivre, ça devrait être un peu nos rockstars, on devrait les écouter beaucoup plus que uniquement les plus médiatiques d'entre eux et qui n'ont pas forcément la vision la plus humaniste de cette technologie. C'est vrai, les plus médiatiques, donc voilà, les Sam Altman, les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, dont on ne sait pas véritablement... Ils ont une vision uniquement mercantile ou il n'y a pas une vision Il est intelligent, Mark Zuckerberg, il a même de l'humour, mais on ne sait pas véritablement vers là où il veut nous emmener. On a un peu l'impression, on l'a bien vu avec le retour au pouvoir de Donald Trump, qu'il veut tout simplement faire plaisir au pouvoir en place pour... tous, hein. En grande partie. Reid Hoffman, non, il n'était pas au... Non, on dit tous les plus connus, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que ça fait partie de mon boulot et que j'adore, c'est de continuer, même si c'était bien de parler, d'expliquer ce que les plus connus pensent, mais de donner la parole, de faire connaître des personnes qui ne sont pas encore assez connues. Et ça nous concerne, ça concerne nos enfants. Oui, notre avenir, on sait que c'est Mark Zuckerberg qui se fait construire un bunker autosuffisant à Hawaï, c'est ça? Ouais. On se dit, d'ailleurs, au-delà du fait de savoir où ça en est, ce qui n'est pas la question la plus intéressante, c'est de savoir se dire que le monde qui vient l'angoisse un peu pour qu'il se fasse construire un bunker autosuffisant, non? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on sait... Le monde qu'il est en train de co-créer aussi. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un peu une contradiction entre le monde dont il rêve, où il nous a un peu tous emmenés. Alors encore une fois, Facebook, ça n'a pas que des points négatifs, c'est super pour se souvenir des dates d'anniversaire, par exemple. Mais lorsqu'on a appris qu'il y avait des profils, même lorsque vous n'étiez pas inscrit sur Facebook, l'énorme scandale quand même, Cambridge Analytica, où on va jouer sur la connaissance très, très intime qu'on a de vous, connaître... à travers vos likes, connaître votre orientation sexuelle, le métier que vous faites, quelles sont vos peurs pour, en jouant sur ces peurs, influencer votre vote. Ça, pour moi, c'est un scandale absolu. Et je pense, déjà, il faut se méfier de la gratuité, c'est jamais très bon. Ça, c'est l'homme des médias qui parle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait de vos données. Et surtout, on a le droit de demander à ces femmes et ces hommes, dont certaines agissent pour le bien, il faut quand même le rappeler, il ne faut pas tous les mettre dans un même sac, vers où ils veulent nous emmener. Je pense que c'est véritablement clé, c'est ce que j'ai voulu raconter à travers ces rencontres. Ouais. Guillaume Gralet, sur la question de l'impact de l'IA sur l'emploi, ils ne sont pas tous d'accord. Oui. Et moi, j'ai appris que le fondateur d'Anthropic anticipe un taux de chômage de 10 à 20% dans les 5 prochaines années. Il y a ceux qui nous parlent, qui ont une vision un peu schumpeterienne des choses, à savoir, OK, des jobs vont être détruits, mais d'autres vont être créés. Oui, c'est ça. Dario Amodei, il parle même, il a cette expression très glaçante, hein, d'un bain de sang chez l'école blanc. Il a dit cette expression il y a 2 ans. D'ici à 5 ans, donc on y arrive en fait, il a refait des déclarations très fortes. Certains le décrivent comme un pompier pyromane, c'est-à-dire que ces outils, on parlait de Claude Code par exemple, vont
participer à fragiliser le métier de développeur, et puis en même temps, il agite la sonnette d'alarme. Je l'ai revu récemment en septembre, c'était à San Francisco, à une réunion où certains étaient justement beaucoup plus conservateurs, et lui disait, il jouait un peu le vilain petit canard, il avait l'air vraiment préoccupé. C'est un physicien en général, j'aime beaucoup les physiciens parce que j'aime beaucoup leur sens, leur appétit pour la recherche, et il avait l'air véritablement préoccupé, et ce qu'il dit sur l'éducation, je trouve assez intéressant. Bon, après, l'idée d'avoir un Einstein dans nos poches, entre guillemets, grâce aux robots conversationnels, le jour où ça sera vraiment au point, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est quand même hallucinant de savoir qu'on peut, sur tous les sujets, avoir une réponse, quoi. Oui, c'est ça. Si on cite Yann Lequin, dont on parlait tout à l'heure, donc prix Turing, l'équivalent du Nobel en informatique, donc qui revient en France pour recréer une autre intelligence artificielle Mais avec une représentation dans le monde physique. Voilà, une représentation du monde. C'est-à-dire qu'il dit très bien que les Claude, les ChatGPT ou même les Perplexity dont on parlait sont plus bêtes qu'un enfant de 4 ans ou qu'un chat de gouttière parce qu'ils n'ont aucune appréhension de la gravité, du chaud, du froid, de la douleur. Ouais. Lui, il veut permettre aux machines de mieux comprendre le monde qui les entoure. Et il a cette expression qui est assez jolie, Yann Lequin, qu'on a fait d'ailleurs débattre avec Yuval Harari, qui était beaucoup plus négatif. Mais Yann Lequin, il dit que... Yuval Harari ? Ah oui, pardon. L'auteur de Sapiens, oui, bien sûr, il dit que l'IA, elle détruit totalement la démocratie parce que elle fausse, elle s'approprie notre langage. Et Yann Lequin, lui, parle d'un nouvel âge d'or des Lumières. Et il dit c'est comme travailler avec des gens beaucoup plus intelligents que soi. Il dit moi, je préfère toujours travailler avec des gens plus... Et c'est comme si on avait une armée, entre guillemets, de doctorants qui pourraient travailler pour soi. Si on arrive à la maîtriser, c'est très bien. Mais encore, c'est ça. En gardant, encore une fois, la volonté, la possibilité, on a bien vu les ravages absolument terribles des réseaux sociaux, de réfléchir par nous-mêmes. Et c'est là où on ne doit pas abandonner. Et c'est là où je pense, dans ma petite mesure, et c'est ce que ce livre essaye de faire, c'est que c'est important de comprendre ce que pensent les architectes, de les challenger et de s'approprier les choix, de ne pas le laisser à quelques personnes. Je pense que donc, ce n'est pas trop tard de... En tout cas, je pense rester maître, c'est ça l'idée. Hein. Oui, je pense que ce n'est pas trop tard et que si on attend, ça sera encore plus dangereux et que c'est presque un devoir de se préoccuper de ces problématiques qui sont, par certains aspects, enthousiasmantes. Ouais. Ils ne sont pas un peu tous en roue libre, n'empêche, tous ces génies c'est pour ça qu'il faut aller les voir, il faut les embêter, enfin gentiment, il faut les challenger, et il faut leur demander mais pourquoi vous faites ça Il y a ces conférences, vous savez, qui s'appellent les conférences NeurIPS, qui sont peut-être moins connues que Davos, mais c'est un peu le Davos de la recherche en intelligence artificielle. Et lorsque... Il faut aller à ces conférences, voir ce sur quoi ils travaillent. Je suis allé à ces conférences Indaba. Une conférence Indaba, il y a une séance qui est absolument géniale, s'appelle la Papers Room. Vous entrez dans une salle qui est à peu près 15 fois la taille de celle-ci, où vous voyez chaque... Non mais c'est très bien, justement, il y a une effervescence. Elle est déjà très belle, cette pièce. Et chaque chercheuse, chaque chercheur est devant un paperboard et vous montre ce sur quoi il ou elle travaille. Ça peut être prévenir certaines maladies qui va toucher les humains, d'autres les plantes, d'autres les catastrophes naturelles. Et on partage. Et certains projets qui sont nés lors de ces conférences AfriClimate AI, par exemple, que l'on doit à 2 chercheuses algériennes que je trouve absolument formidables, elles servent à prévenir des catastrophes climatiques en Asie du Sud-Est. Lorsque la recherche est ouverte, lorsqu'elle est faite avec tout le monde, c'est génial. Par contre, la recherche fermée, on l'a vu chez Meta encore, avec Building 8, vous savez que le projet qui était attribué à Regina Dugan, une ancienne de la DARPA, de là aussi permettre une communication de cerveau à cerveau. Pourquoi pas, mais là, c'était totalement fermé. Alors là, c'est inquiétant et c'est pas normal que ça soit fermé. Quelle est, question à $1 milliard, qui va l'emporter dans la bataille des robots conversationnels entre ChatGPT, Gemini, Claude ? Je pense que Claude a toutes ses chances. On a aussi le chat en France. Ouais. Mais Gemini, la grande surprise de ces toutes dernières semaines, c'est que... Qu'est-ce qui se passe sur Gemini d'ailleurs ? Autant Google avait complètement laissé passer la première vague, parce qu'on se souvient très bien que le papier Transformer de 2017, qui a été un petit peu l'acte de naissance de cette IA générative, il avait été signé par des ingénieurs, des chercheurs de Google, qui sont d'ailleurs tous partis de Google. Autant là, avec Gemini, et entre autres avec Demis Hassabis, donc, qui est devenu le boss de Google DeepMind, donc de la recherche en IA, il a un peu pris le pas sur Google Brain. On voit bien cette recherche qui reprend, qui est beaucoup plus offensive. Donc Gemini, je pense, et il travaille aussi sur le robot humanoïde, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc le vainqueur j'ai envie de dire à court terme Gemini, j'ai envie de dire aussi
et croire que la partie n'est pas jouée, qu'on a aussi les Français, certains ont quitté OpenAI. Tout le chapitre sur les Français, ce sont plein de chercheuses et de chercheurs, Bertrand Rondepierre par exemple, qui ont quitté les grosses techno américaines pour lancer des choses en Europe. Tout le monde est à l'assaut de ChatGPT. Et d'ailleurs, ça se ressent ou pas? Oui, déjà? ça se ressent. C'est moins surprenant. Moi, j'ai l'abonnement payant. C'est vrai que c'est un peu moins pertinent. Je trouve que Claude et Perplexity réservent pas mal de surprises. Et puis, j'ai encore envie de croire que des chercheurs français et même africains avec les Lab AI donnent un peu la surprise dans les prochains mois, sans parler bien sûr des Chinois. Il faut lire évidemment Pionnier, Voyage aux frontières de l'IA, prix du livre d'économie 2025, signé Guillaume Gralet aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et c'est super les échanges entre humains. Ah, c'est mieux. Hein. En face à face, exactement. Merci beaucoup.